Tac, partage d'écran. Bonjour. Alors, Bonjour. Bon, bah, écoutez, je vous propose un partage d'écran afin de, voilà, de vous laisser le temps de se connecter pour que les bah, invités puissent se connecter au fur et à mesure. ouais, on va attendre un tout petit peu. Bah, de toute façon, tu me dis quand commencer. Ouais, ouais, ouais. Les gens arrivent au fur et à mesure. On est déjà une petite trentaine. D'accord. Donc, on va attendre un petit peu. Parce que là, il y a des arrivées, des arrivées. Mais oui, effectivement, bonjour à tous. On va attendre 11 heures. Voilà le moment où on s'était dit qu'on commencerait. La ponctualité, c'est beau. Et on lancera effectivement le partage d'écran euh, pour commencer notre webinaire ensemble. Je m'hydrate un peu. C'est pas une mauvaise idée. Non. Écoutez, on va commencer. Il est 11 heures, donc on va. C'est parti. Alors, bonjour. Qui nous dit bonjour? Eh bien, bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Karine également. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre présence à ce webinaire sur le thème de l'entretien d'embauche. Je suis Bérénice Guéra et j'interviens aux côtés d'Amandine Pellman. Voilà, donc ce webinaire sur le thème de l'entretien d'embauche, on l'a imaginé en scindé en deux parties. Une partie où effectivement, on va pouvoir rentrer dans le détail des compétences que vous allez sélectionner, cibler et mettre en avant auprès des recruteurs. Une partie aussi sur des questions que vous allez pouvoir poser à l'interlocuteur que vous avez en face de vous de manière à vous différencier. Et effectivement, un deuxième temps où, pour le coup, on va pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions à travers les interrogations que vous pouvez vous poser. Donc, ce sera vraiment un temps dédié à questions-réponses. Il ne faudra surtout pas hésiter à, via le chat, nous poser l'ensemble de vos questions de manière à ce qu'on puisse au mieux y répondre, de façon à ce que quand vous sortiez de cet échange, vous ayez des clés en main. Et puis pour finir, effectivement, on vous donnera l'ensemble de nos coordonnées de façon à ce que vous puissiez nous joindre de façon formelle, soit sur mail, etc., ou alors par LinkedIn, pour répondre aussi encore à nouveau à des questions, à des compléments d'information, ou si vous avez un projet professionnel dans le cadre d'un nouveau recrutement, ben voilà, pour pouvoir vous accompagner. J'espère que c'est... Oui. Alors, pour le petit côté technique, mais bon, je vois que vous le maîtrisez tous. Donc, on a un onglet discussion. On a du coup déjà Karine, Anya, Dominique et David qui nous disent bonjour et qui disent bonjour à tout le monde. Donc bonjour à tous. Et effectivement, Bonjour. comme le disait du coup, et Marine aussi, comme le disait Bérénice, c'est un endroit pour poser les questions-réponses. On a Gilles et Alice. Alors, j'ai un petit bonjour particulier pour Gilles qui m'a envoyé un mail avec notamment les questions. Et Gilles, vous allez être ravis parce qu'on va répondre à une majorité de questions que vous avez pu poser dans votre mail. Mais bien évidemment, et comme le disait Bérénice, il y a un onglet questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions. Si jamais vous avez peur d'oublier votre question avant la fin de ce webinaire, n'hésitez pas à le mettre déjà d'ores et déjà dans questions-réponses. Et moi, dans tous les cas, on reviendra dessus à la fin, au moment qui sera accordé aux questions-réponses. Mais n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions. Juste, on va d'abord faire notre présentation avant d'y répondre. Juste pour un souci de gardien du temps, on va terminer ce webinaire donc à midi comme convenu. Et donc, pour justement être garante du temps, ce sera plus simple pour nous de fonctionner comme ça. Et bon, bonjour Jean-Michel depuis la Côte d'Ivoire. Et bien, on va commencer. Bérénice, je te laisse prendre la main. Oui, effectivement. Alors du coup, j'en profite pour vous dire deux mots sur le groupe que nous représentons, sur lequel nous travaillons aujourd'hui, qui est effectivement FED, un acteur majeur du recrutement. C'est le premier groupe français indépendant de recrutement spécialisé. J'insiste sur le mot spécialisé puisque les collaborateurs, les consultants en recrutement qui y travaillent, recrutent par compétences métiers. On a des divisions, on appelle ça des marques. Chez nous, on va recruter de la construction à la santé, en passant par la finance, la supply chain, l'ingénierie, etc., etc. Il faut savoir qu'on est présent au national. On a 16 bureaux en France, sur le territoire français. On a aussi une présence à l'international. Vous allez pouvoir nous retrouver au Canada, vous allez pouvoir nous retrouver en Côte d'Ivoire, également au Portugal, en Espagne et très prochainement en Belgique, puisqu'on ouvre un bureau très prochainement sur ce territoire-là. Voilà, concernant le groupe FED, on pourra évidemment répondre à d'autres questions. J'en profite puisque j'ai ce temps de parole également pour vous parler de mon quotidien, pour vous parler de mon métier. Je suis consultante en recrutement sur la marque FED Business, ce
qui veut dire que j'interviens depuis octobre 2019, du coup, sur le recrutement des fonctions commerciales, marketing, digital et communication. J'ai vraiment un rôle d'intermédiaire entre le client et le candidat. Et l'idée, c'est de mettre ensemble en place tout un tas de démarches, de process, et que à la suite de ce process, ça se solde par une nouvelle plutôt positive, à savoir un recrutement. Voilà, que vous dire de plus? Je vous le disais, je suis basée sur le bureau d'Aix-en-Provence, ce qui veut dire que mes clients gravitent autour de la région et de la zone PACA Occitanie. Je vais intervenir sur tous les secteurs d'activité et tout type de niveau hiérarchique. Je pense avoir fait le tour de la question sur mon métier au quotidien. J'en profite du coup pour passer le relais à Amandine, qu'elle puisse se présenter et effectivement par la suite lancer les festivités. Merci Bérénice. Eh bien, moi, je suis Amandine, je suis chargée du développement RH pour le groupe FED. Donc, qu'est-ce que finalement le développement RH, en tout cas au titre où on l'entend chez FED? Donc, je m'occupe de recruter les consultants en recrutement sur une partie des marques et je suis aussi avec ma collègue Jessica qui, du coup, a toute l'autre partie puisqu'on a 13 spécialités. Donc, je peux… ça en fait, ça en fait des spécialités pour recruter les consultants. Donc, on recrute les consultants et ensuite on les forme. Donc, sur toute la partie, alors avec une formation obligatoire sur de la négociation, du commercial et effectivement aussi sur toute la partie recrutement avec l'expérience candidat, sur la non-discrimination. Voilà. Donc, on forme les consultants en recrutement et il y a aussi tout ce qui est relations école, tout ce qui est lié au bien-être des collaborateurs. Donc, voilà, notamment avec la mise en place d'outils qui peuvent les aider dans leur travail au quotidien. Mais on va dire que le développement RH chez FED, c'est principalement de faire en sorte que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. et moi, je travaille donc sur plusieurs marques et notamment sur la marque business avec Bérénice. En tout cas, je recrute sur la marque business dont Bérénice fait partie. Et donc, Bérénice va nous apporter un peu le soleil puisque, effectivement, comme elle le disait, elle vient d'Aix. On a fait en sorte d'avoir des fonds hyper colorés pour mettre un peu de douceur dans cette période hivernale qui est un petit peu compliquée en ce moment. Et on va essayer de répondre, comme je vous disais tout à l'heure, à un maximum de vos questions. Et je vais laisser la main à Bérénice pour débuter. Alors, c'est toi qui débutes, Amandine, si tu te souviens. Mettre en avant excusez-moi, pardon. Comment mettre en avant ses compétences? C'est moi qui débute. En fait, en termes de compétences, on entend beaucoup parler en ce moment des soft skills. Donc, on va commencer par faire un point et un focus sur quels sont les hard skills et quels sont les soft skills, quelle est la différence et comment les mettre en avant dans un second temps. Pour les compétences, donc les hard skills, finalement, ce sont toutes les connaissances qui vont être mesurables concrètement. Pour vous donner un exemple, moi, si j'ai un niveau en anglais et que je dis que je suis B2, c'est que je suis pré-intermédiaire, j'ai fait un test et on a mesuré concrètement quel était mon niveau en anglais. Donc, c'est quelque chose qui est concret et finalement, si je postule sur un poste où on a besoin de quelqu'un qui parle couramment anglais, on pourra dire que si je suis B2, soit on considère que j'ai une marge pour apprendre et on va mettre en place des choses pour que je puisse atteindre ce niveau. Soit si on a besoin de quelqu'un qui parle couramment anglais, eh bien finalement, aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas les compétences pour, techniquement parlant, je n'ai pas les compétences pour parler couramment. C'est vraiment quelque chose qui va représenter votre boîte à outils. Voilà ce que j'ai appris. Alors, ça peut être bien évidemment des connaissances qui sont beaucoup plus techniques sur des métiers, par exemple, comme sur de l'ingénierie, des supply avec des systèmes de production ou un médecin, voilà, qui a des compétences et des connaissances très techniques et très académiques. Donc, ça peut être soit des choses qu'on a vues à l'école et qu'on maîtrise aujourd'hui, ou soit des choses qu'on a vues dans d'anciennes expériences professionnelles. Donc, ça va être tout ce qui va être votre savoir et votre savoir-faire. Et puis, il y a les soft skills dont on parle énormément aujourd'hui. Je pense qu'on a tous vu des articles qui disent que demain, ce qui sera primordial, ce seront les soft skills. Alors moi, et c'est mon avis, donc aujourd'hui, ça n'engage que moi, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il n'y a que les soft skills qui vont compter. Moi, je serais un peu plus nuancée et un peu plus pondérée par rapport à ça. Et concrètement, si on prend l'exemple d'un médecin, il peut être très sympathique, très à l'écoute, il peut faire preuve d'empathie. Maintenant, s'il n'a pas les hard skills nécessaires pour détecter chez moi
une maladie ou pour me proposer la bonne posologie ou me proposer le bon traitement, il pourra avoir tous les soft skills qu'il veut et qui sont certes très agréables. Il n'empêche qu'il va lui manquer les hard skills nécessaires pour effectuer son travail correctement. Donc, bien évidemment, j'ai extrapolé, j'ai pris l'exemple d'un médecin, mais c'était vraiment plus pour vous montrer que finalement, la compétence comportementale et la compétence transversale que peuvent représenter les soft skills, c'est beaucoup plus complémentaire en fait avec les hard skills et non pas, ça ne vient pas remplacer des hard skills. Comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, le hard skills, la compétence en anglais, si je ne l'ai pas aujourd'hui et que je suis sur un niveau B2 et qu'on veut me faire arriver sur un niveau C1 qui est le niveau juste au-dessus, si dans mes soft skills, j'ai cette capacité d'apprentissage qui est importante et qui est c'est beaucoup plus difficile de venir mesurer ma capacité d'apprentissage. Mais si je prouve que j'ai une bonne capacité d'apprentissage et qu'avec du travail, je pourrais avoir ce niveau C1 et en tout cas, je travaillerai pour y arriver, voilà comment ça peut venir compléter et finalement, mon profil peut ne pas être mis de côté automatiquement. Mais c'est beaucoup plus mon savoir-être qui va me permettre de développer facilement ou pas des savoirs et des savoir-faire. Et c'est beaucoup plus ça qui est important, cet ensemble. C'est-à-dire qu'un hard skill seul, c'est intéressant, mais bon, voilà, si on cherche un vrai savoir-être pour venir s'intégrer dans notre équipe ou dans notre entreprise, c'est pour ça qu'il faut travailler sur les deux. C'est très important de savoir quels sont mes savoir-être et comment je peux les mobiliser au profit des hard skills. Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que le soft skills vient totalement effacer la partie hard skills. Maintenant, c'est un avis tout à fait personnel. Mais nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout et comment je peux mettre en avant tout ça. Et justement, pour vous donner quelques petits exemples, savoir faire un tableau croisé dynamique, ça, c'est un hard skills. Voilà, est-ce que je sais faire ou pas un tableau croisé dynamique aujourd'hui, jour J? Et maintenant, ma capacité d'apprentissage, c'est peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas faire un tableau croisé dynamique, mais voilà comment est-ce que je vais mobiliser pour savoir faire un tableau croisé dynamique à terme. Alors que savoir gérer la pression, beaucoup moins mesurable déjà, c'est un soft skills. Donc, c'est OK, aujourd'hui, comment je sais gérer la pression? Ou pas d'ailleurs, savoir ou non gérer la pression. Et ça fait partie vraiment des soft skills. Là, on va faire un focus sur les soft skills puisque, comme je vous le disais en amont, les hard skills, c'est mesurable. Il y a des formations, il y a des certifications. Donc, on peut techniquement, si je vous mets devant Excel et que je vous demande de me faire un tableau croisé dynamique, je peux tout de suite me rendre compte si oui ou non vous savez faire un tableau croisé dynamique. Donc, à la limite, toute la partie hard skills, elle est intéressante, certes, mais ce n'est pas ce sur quoi on va faire un focus aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus sur la partie soft skills parce que concrètement, comment je démontre mes soft skills? Ça commence déjà par connaître les soft skills sur lesquels on veut se positionner. Alors là, on vous a mis quelques exemples. Par exemple, la résolution de problèmes, la communication, l'esprit d'équipe, la persévérance. Des soft skills, il y en a des milliers, sincèrement, il y en a énormément. Maintenant, c'est de savoir, en fait, dans un premier temps, comment j'identifie toutes ces compétences et ces soft skills qui résonnent en moi. C'est-à-dire, par exemple, la persévérance. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, moi, est-ce que je me sens persévérante? Voilà, il faut d'abord faire tout un travail, en fait, d'introspection sur ses propres soft skills en se disant, est-ce que j'arrive, moi, est-ce que je suis persévérante? Est-ce que je sais gérer la pression? Est-ce que je suis une personne à l'écoute? Donc, il y a tout un travail sur soi et de savoir comment on identifie ses compétences. En sachant que la personnalité, ce n'est pas la même chose que la compétence transversale et que mon soft skills. Je m'explique. Peut-être que moi, dans le cadre personnel, je ne suis pas forcément une personne très organisée. Peut-être que j'ai même forcément pas envie d'être organisée parce que ce n'est pas fondamentalement ma personnalité. Maintenant, j'ai un travail qui nécessite d'être organisée, de planifier et de faire en sorte que tout roule bien. Et donc, ça nécessite de l'organisation. C'est vraiment deux choses, dans ma personnalité et dans ma vie personnelle, comment je suis, et dans ma vie professionnelle. C'est assez rare tout de même qu'une personne très timide dans sa personnalité intrinsèque soit une personne forcément exubérante dans le cadre de son travail. Donc, on ne va pas arriver sur des extrêmes. Donc, bien évidemment, il y a une forme de lien, mais ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à identifier ses compétences et
souvent, on utilise des exemples très concrets et je viendrai vous en parler tout à l'heure. Ensuite, on sélectionne. C'est-à-dire que lorsque je postule à un poste en particulier, il faut que j'aille chercher finalement quelles sont les compétences qui vont faire mouche chez mon interlocuteur, que ce soit un consultant dans un cabinet ou que ce soit directement en entreprise, que je rencontre un manager, un ou une RH, voilà, peu importe qui je rencontre, il faut que j'aille chercher et mettre en avant les 2-3 compétences clés qui vont faire mouche. Pourquoi? Parce que, et là je vais faire vraiment le parallèle avec les formations commerciales auquel a participé d'ailleurs Bérénice, il ne faut pas rentrer dans de la déballe commerciale et donc il ne faut pas rentrer dans de la déballe de compétences parce que vous allez perdre la personne en face de vous. Si je mélange au milieu de tous les soft skills, et on le voit assez souvent aussi dans les CV, finalement on le voit, je le vois dans certains CV, je suis rigoureuse, dynamique, motivée. Alors c'est super, en tout cas, je n'ai pas d'avis forcément sur le fait de le mettre ou pas sur son CV. C'est juste que il faut que je vienne piocher en fait ce qui m'intéresse dans toutes ces compétences. C'est comme me faire un listing. Si je vous vends une télé et que vous voulez simplement la 4K, ça ne sert à rien que je vous dise qu'elle fasse tant de pouces, on peut l'avoir en 3D. Que si vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir une télé 4K, je vais venir vous parler du 4K. Et en tout cas, tout ce que je vais vous dire autour, vous n'allez pas forcément le retenir parce que ce n'est pas ce qui va résonner chez vous. C'est exactement de la même façon lorsqu'on veut présenter ses soft skills et parler de ses compétences transversales. On va venir mettre en avant 2 ou 3 compétences clés pour que ça résonne chez la personne en face et que la personne, elle comprenne surtout que vous avez su mettre le doigt là où ça faisait tilt chez elle. Et pour que ce soit vraiment concret dans la tête de l'interlocuteur, on va s'appuyer sur des exemples concrets, justement, alors que ce soit pour le coup professionnel ou personnel. Quand je parle de personnel, c'est plus une vie associative ou si on est président d'une association, si on fait un sport, quel type de sport, si on le fait en compétition. Je prends cet exemple-là, pourquoi? Et notamment pour les personnes qui sortent de stage ou d'école, qui n'ont pas forcément énormément d'expérience professionnelle derrière elles, ou qui n'ont pas pu mettre certaines compétences en place dans le monde professionnel, mais qui ont pu être mises en place dans le monde personnel. C'est de venir, par exemple, l'esprit d'équipe, si on a besoin de travailler en équipe dans l'entreprise dans laquelle on postule, et qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de travailler en équipe, ou en tout cas, on n'a pas eu d'expérience professionnelle, énormément d'années d'expérience professionnelle derrière soi pour le prouver, mais par contre, qu'on joue au basket ou au foot, en tout cas, qu'on joue dans un sport d'équipe, ou qu'on est effectivement président d'une vie associative avec plusieurs assemblées générales. Donc voilà, ça peut être des exemples très concrets de ce qui se passe aussi dans une vie associative. Et ensuite, pour venir mettre la cerise sur le gâteau, c'est d'aller montrer pourquoi j'ai choisi cette compétence et je voulais prouver avec les résultats qui ont été obtenus grâce à cette compétence et pourquoi aujourd'hui c'est un atout pour vous en tant qu'entreprise de m'avoir au sein de votre structure. C'est une méthode qui est aussi commerciale finalement, où on vient apporter le bénéfice au client. C'est bien beau de vous apporter tous les arguments de pourquoi il faut travailler avec moi, mais maintenant, pourquoi pour vous aujourd'hui ce sera un bénéfice? Quel est l'enjeu en fait de ce recrutement et comment moi je peux participer à atteindre cet enjeu? Donc, de toute façon, vous aurez des exemples un peu plus concrets et on pourra venir en apporter d'autres avec Bérénice. D'ailleurs, je vais laisser la main à Bérénice pour vous parler de comment se démarquer en posant les bonnes questions. Oui, alors tout à fait. Ça, c'est un sujet du coup hyper important. Avant tout, pour rebondir sur ce que Amandine vient de vous dire, certes, les compétences sont fondamentales, on le sait, mais alors, à compétences égales et à niveau d'expérience égaux, comment faire la différence face à la concurrence? La concurrence et les candidats qu'il va y avoir en face de vous lors de ces processus de recrutement, parce qu'on le sait évidemment, la plupart du temps, on ne se trouve pas seul face à un recrutement lors d'entretien. Donc, simplement en posant des questions qui vous permettront de vous différencier, de susciter l'intérêt et du coup l'envie pour le recruteur de vous revoir, d'avancer avec vous dans le cadre du processus et du coup de vous présenter à d'autres RH, à des directeurs opérationnels, etc. etc. Vous savez, avant, il y avait une méthode qui était beaucoup utilisée par les DRH. C'était Madame la candidate, Monsieur le candidat, s'il vous plaît, citez-moi 3 défauts, 3 qualités.
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Je ne sais pas si c'est une méthode qui est devenue archaïque. En tout cas, on la retrouve de moins en moins dans les recrutements. Et puis finalement, si vous, de votre côté, vous suscitez l'intérêt de votre interlocuteur en posant des questions au bon moment, des questions qui soient ciblées, ça va vous permettre auprès du recruteur de montrer que vous creusez, que vous avez besoin de comprendre, que vous êtes réactif, que vous êtes curieux, que vous suscitez l'intérêt. Et ça, finalement, ce sont des qualités. Et le candidat, enfin plutôt l'interlocuteur, le recruteur en face de vous, il n'aura pas besoin de se dire, tiens, je vais lui poser la question parce qu'il saura déjà d'avance que vous êtes curieux, que vous êtes proactif, que vous êtes dynamique, que vous avez besoin de comprendre, etc., etc. Évidemment, si vous vous demandez à quel moment poser les bonnes questions ou oser poser les bonnes questions, je parle du mot oser parce que la plupart du temps, et c'est un retour d'expérience que j'ai de la part de mes candidats, la plupart du temps, mes candidats me disent, Bérénice, j'ai pas osé, j'ai pas eu le temps, j'ai pas osé poser des questions. Vous allez vous retrouver face à un employeur, un recruteur qui, à un moment donné, va prendre la parole pour présenter son parcours, son statut, son entreprise. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'il ne va pas falloir du tout hésiter à intervenir de manière à interagir avec lui ou avec d'autres recruteurs s'ils sont plusieurs à vous recruter. L'interaction, qu'on se le dise, elle est ciblée, elle est déguisée. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de poser des questions dans le but de récupérer de l'information qui va vous servir derrière à vous vendre. Donc, petit détail sur les questions à poser, utilisez plutôt des questions ouvertes plutôt que des questions fermées. Les questions ouvertes, pour la plupart, vous le savez, ce sont des questions qui vont permettre à votre interlocuteur en face de vous de pouvoir vous donner de l'information, de la matière, de la consistance. Et du coup, vont vous permettre de récupérer effectivement des informations de manière à rebondir derrière quand vous allez devoir prendre la parole. D'accord? Donc, ça peut être des indices sur le poste, ça peut être des indices sur la fonction, sur le besoin, sur effectivement le profil recherché du candidat ou du candidat idéal, et ça, c'est hyper important pour vous derrière, qui vous permettront, comme on se le disait tout à l'heure, de rebondir au moment où vous allez devoir parler. Alors, évidemment, comment se renseigner sur la société? Juste avant de rentrer sur le détail de ces diapositives, ça ne s'invente pas. La préparation, les bonnes questions, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui se travaille, qui se prépare, qui s'anticipe. Donc, effectivement, il y a un temps de préparation et vous allez pouvoir, à travers différents moyens, différents outils, trouver des informations qui vont vous permettre de réagir et de poser les bonnes questions au moment de rencontrer votre recruteur. Alors, les questions sur l'entreprise, de manière à avoir de l'information, vous allez pouvoir effectivement trouver des informations sur Google en tapant simplement les sites spécialisés de l'entreprise dans laquelle vous avez candidaté. Vous allez aussi avoir des… alors, oui, puisqu'on est sur Google, je laisse la main à Amandine pour qu'elle puisse vous montrer un support qui s'appelle Google Info Actu, de manière justement à… Ah, d'accord, ok. Donc là, elle a basculé sur le site Fait Business. Donc effectivement, en allant sur les sites spécialisés, vous allez pouvoir récupérer des informations sur la politique commerciale, sur la stratégie, sur les convictions de l'entreprise, sur ce qui anime l'entreprise. Et ça, c'est hyper important, déjà, dans un premier temps, parce que ça va vous permettre de vous mettre en face et de vous dire, tiens, est-ce que ça me plaît? Est-ce que les convictions de l'entreprise me parlent? Est-ce que je me projette dans cette structure ou pas? Après, effectivement, vous pouvez aller toujours trouver de l'information, comme je vous le disais, sur LinkedIn. Donc, ce sont des sites spécialisés. N'hésitez pas aussi… alors oui, Amandine, puisqu'on était sur Google, je veux bien que tu passes sur Info Actu. De ce pas. Merci. Pourquoi? Merci. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre là aussi, dans le cadre de la préparation de votre entretien, d'aller récupérer vraiment des informations sur l'entreprise, sur la taille de l'entreprise, sur les projets de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a fait un rachat, une fusion, une acquisition? Est-ce que l'entreprise a l'intention de se développer au national, à l'international? Est-ce que l'entreprise a des filiales? Et ça, vous avez vraiment toutes les dernières actualités. Et pareil, quand vous arrivez à un entretien de recrutement préparé, ça fait mouche. Ça montre que voilà, vous pouvez faire la différence, que vous vous êtes renseigné, que ça suscite un travail, un effort de votre part. Et honnêtement, ça fait son petit résultat, ça plaît. Voilà pour la partie info actu, vous allez pouvoir retrouver les dernières informations. On parlait aussi tout à l'heure de LinkedIn. N'hésitez pas, c'est une mine d'or. N'hésitez pas à aller sur le LinkedIn de la société. Vous allez pouvoir voir combien de collaborateurs y travaillent. Vous allez pouvoir aussi…
de façon plus particulière, aller cibler la personne que vous allez rencontrer ou les personnes que vous rencontrez, les RH, les opérationnels. Donc, allez visiter leur page, voilà, personnelle, de manière à voir quel est leur parcours, quelle est leur fonction, quelles sont leurs missions. Si par exemple la personne que vous recrutez, qui est un directeur RH, a posté un article, ça vous permet de savoir quel est son centre d'intérêt, ce qu'il anime dans le cadre de son activité. Tout à l'heure, Amandine parlait de la découverte, un petit peu comme un commercial. Un commercial qui arrive en entretien de recrutement auprès d'un prospect et qui ne connaît pas, ou même avec un client, pour rentrer dans l'ambiance, gagner un climat de confiance, va mettre en place une accroche. Et bien là, c'est la même chose. Plutôt que de dire « oh là là, c'est compliqué en ce moment, on est dans un contexte compliqué, sanitaire, économique, c'est la Covid, etc. etc. » Plutôt dire « j'ai vu, monsieur le client, que l'entreprise avait l'intention d'installer des stations d'épuration en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est un projet qui a abouti ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ?» Alors plutôt, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça aboutisse ? Parce que c'est une question ouverte qui va vous permettre de faire parler le client. Et là encore, ça montre, à l'interlocuteur plutôt, pas au client, mais à l'interlocuteur, là encore, ça montre que voilà, vous avez des ressources, vous avez de l'information et surtout, vous vous êtes renseigné. Tout ça pourquoi ? Pour vous dire aussi également d'aller visiter Welcome to the Jungle. Donc là, on bascule de LinkedIn à Welcome to the Jungle parce que vous allez pouvoir aussi trouver des informations qui vont vous concerner plus personnellement sur l'état d'esprit, sur l'ambiance, sur l'animation, sur le nombre de collaborateurs, sur la partie humaine autour de l'entreprise. Ça, c'est plutôt pas mal. Et sachez qu'il y a un tas d'entreprises aujourd'hui qui communiquent énormément sur Welcome to the Jungle et c'est une mine d'or. Voilà, ça vous donne aussi pour conclure des informations sur la visibilité de l'entreprise et aussi sur la bonne santé ou mauvaise santé financière de la structure. Et ça vous donne des cartes en main pour vous dire est-ce que j'ai envie d'y aller, est-ce que je n'ai pas envie d'y aller. Et en tout cas, si j'ai envie d'y aller, quelles questions je vais pouvoir poser de manière à être pertinent et de manière à faire la différence. Je vais juste rajouter quelque chose, notamment là sur LinkedIn ou peu importe finalement où vous trouvez des informations. Souvent, moi, je le vis en entretien pour les convictions, par exemple du groupe FED. C'est de me dire, voilà, moi, j'ai lu vos convictions, donc c'est l'audace, la qualité, l'engagement. Et puis, j'ai vu que vous avez été créé en 2001. Alors, c'est très sympa, parce qu'effectivement, je vois que la personne est allée sur le groupe FED et puis donc elle a au moins fait cet effort d'être allée sur le site du groupe. Mais en fait, je le sais tout ça. Voilà, je connais nos convictions, je sais quand est-ce qu'on a été créé, je connais ça par cœur. Maintenant, de tourner, et c'est exactement ce que dit Bérénice, par exemple, c'est tout bête, mais là, on a fait un atelier fait en cuisine. On a eu la chance d'avoir un chef parisien qui est Denis Imbroisi. Alors, certainement, je prononce très mal, qui nous a aidé à concocter des recettes. Donc, c'était du risotto et un beau tiramisu. Et en fait, on l'a fait en visio avec lui. On était plus d'une centaine à le faire tous ensemble, où on pouvait discuter. Et ça, c'était un super moment. Voilà, c'est un super moment qu'on a passé ensemble. Et ça, c'est Julie Bertoni, qui est donc notre responsable de développement RH, qui l'a mis sur le groupe FED, sur notre LinkedIn. Voilà, c'est intéressant de pouvoir en parler aussi en entretien en disant écoutez, j'ai vu que dernièrement, vous avez fait un événement tous ensemble. J'imagine que ça fait aussi partie du coup de vos convictions. Quand vous parlez d'engagement, ça a suscité combien de personnes l'ont fait avec vous. En fait, c'est de dire comment ça s'est organisé au niveau de cet événement, comment vous avez fait. Alors là, je parle sur un sujet peut-être un peu plus, pas RH, mais en tout cas qui peut être lié à un consultant qui sera intéressé pour savoir comment vous organisez ce type d'événement. Mais ça peut être un peu de tout. Juste avant, on a vu que Yann avait mis une opportunité business. Vous utilisez beaucoup LinkedIn. À quelle fréquence est-ce que vous avez le LinkedIn recruteur? Enfin, c'est de venir poser des questions qui montrent que je suis allée voir. Par rapport au dernier post, par rapport aux dernières choses que j'ai vues, aux derniers mouvements que j'ai vus sur LinkedIn, ou effectivement sur Welcome to the Jungle, qui est beaucoup utilisé, ou sur le groupe FED, pour dire, regardez, je suis allée voir, mais au-delà d'aller voir, et pour prouver ma motivation et mon intérêt, je vais poser des questions sur concrètement, qu'est-ce que ça donne? L'engagement, concrètement, comment ça se fait chez FED? L'audace, concrètement, au quotidien, qu'est-ce que vous estimez, interlocuteur que je suis en train de rencontrer? Voilà, quelle est l'audace pour vous au quotidien? C'est quoi?
Et peut-être que moi, je vais dire quelque chose, Julie va certainement dire autre chose, Bérénice, ça va certainement être autre chose, mais ça prouve mon intérêt à la fois pour la structure et aussi pour la personne que j'ai en face de moi. C'est toujours un plus, et c'est ce que dit Bérénice, c'est de créer ce lien. Et ce lien, ça se crée aussi par là, en demandant finalement à la personne que j'ai en face de moi quel est son avis aussi. Parce que quand on rentre dans une structure, euh, dans tous les cas, on intègre une structure avec des êtres humains. Et c'est intéressant de connaître leur avis. Bien évidemment, il sera certainement différent. Hein, c'est la beauté du monde avec, avec tous ces avis différents et qui, des fois, peuvent un peu diverger. Mais c'est vraiment, ça prouve tout ce travail de recherche et de préparation. Et en plus, ça peut se préparer en amont, et ça doit se préparer en amont, comme le dit Bérénice. C'est que ça, c'est des questions que vous pouvez vous lister d'ores et déjà. Une fois que c'est listé, après, est-ce que je les pose ou je ne les pose pas? Parce que peut-être que la personne va venir dessus au moment où elle présente son entreprise. Mais voilà, ça permet d'avoir sous la main en se disant, bah, je peux aller sur tel type de questions. Désolée, je laisse Bérénice continuer. Bon, du coup, il y a des incontournables, vous vous en doutez. Il y a des choses sur lesquelles il faut voilà, il faut y aller, il faut foncer et il ne faut pas oublier de poser certaines questions. Donc, dans un premier temps, on va se poser et on va poser aux recruteurs des questions sur le poste. Je développerai juste après. Dans un second temps, des questions sur la suite du processus. Dans un troisième temps, des questions évidemment sur l'évolution de vos fonctions dans l'entreprise. Et puis enfin, des questions sur la rémunération ou la fourchette de rémunération. Alors, concernant le poste, effectivement, en préambule, avant d'aller à cet entretien de recrutement, vous vous serez renseigné sur l'entreprise, mais aussi vous vous serez renseigné sur l'annonce sur laquelle la plupart du temps vous allez candidater. Ok, vous allez récupérer un maximum, ou du moins essayer de récupérer un maximum d'informations que vous n'avez pas pu trouver sur le poste. Donc, ça suscite déjà de votre part de vous être penché sur l'annonce en vous disant « sachez faire, et ça pour le faire, comment je vais devoir m'y prendre ?» Je vous donne un exemple. Donc, quand je dis récupérer des informations sur le poste, exemple, vous le savez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je recrute sur des fonctions essentiellement commerciales. Il m'arrive de recruter donc des commerciaux où, par exemple, le client que j'ai en face de moi recherche un commercial qui soit complètement chasseur, qui va aller faire du développement et de la prospection commerciale. Face à votre interlocuteur en face de vous, quand vous n'avez pas forcément d'informations sur ce poste de commercial itinérant, l'idée, c'est de pouvoir quantifier de façon chiffrée et de se dire, monsieur l'interlocuteur, monsieur le RH, sur ce poste-là, est-ce qu'on est à 50% de chasse, 50% de développement, d'élevage, pardon? Est-ce qu'on est intégralement sur du développement commercial? Est-ce qu'on est intégralement sur de l'élevage? Quel est le pourcentage de manière à ce que vous puissiez vous positionner? Et pareil d'ailleurs, derrière, à faire valoir vos compétences. Si vous avez une expérience de business développeur ou vous aimez faire du porte-à-porte, chasser, si vous n'arrivez pas à passer par la porte d'entrée et que vous aimez passer par la fenêtre et que c'est vraiment votre compétence principale, il va falloir que vous puissiez quantifier le volume de prospection commerciale et le volume d'élevage pour pouvoir vous vendre et pour être certain derrière de ne pas vous ennuyer. Donc, la quantification, elle est hyper importante dans l'émission. L'idée, ça va être aussi également de demander des informations sur les réussites, les difficultés du poste, le secteur d'intervention. Je pense aussi aux outils. Est-ce que l'entreprise est équipée d'un ERP, d'un CRM? Est-ce qu'on est sur des fonctions plus archaïques, Excel, etc. Parce que là encore, ça permet à l'interlocuteur que vous avez en face de vous de se projeter et de se dire « Ah oui, il m'a demandé si on utilisait un CRM, si on avait Salesforce ou pas. Ça veut dire que lui, il est apte à gérer un logiciel, à faire du reporting. » Donc ça, pareil, ça montre que quelque part, vous êtes structuré, organisé et c'est toujours intéressant. Alors, après, si on continue sur les incontournables, effectivement, on peut se poser des questions sur la suite du process, la suite du processus. N'hésitez pas à effectuer, évidemment, des questions, à poser, pardon, évidemment, des questions sur la suite du process parce que, ben voilà, vous êtes en poste ou à la recherche et vous avez incontestablement besoin de vous projeter, de vous situer dans le temps. Donc, n'hésitez pas à demander, monsieur l'interlocuteur, monsieur le recruteur, quelles sont les prochaines étapes. Indirectement et de façon subtile et maligne, ça vous permet aussi de savoir si vous êtes dans la course, dans la suite de la course ou pas, plutôt que d'attendre de façon passive un appel 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Parce que vous également, vous avez un préavis à gérer, il va falloir que vous vous organisiez. Combien y a-t-il d'entretiens? Est-ce que vous allez rencontrer d'autres interlocuteurs?
Est-ce que vous avez de la concurrence en face? Ça, c'est hyper important parce que là encore, ça permet de vous positionner et toujours dans l'idée de récupérer des informations sur le profil idéal du candidat pour pouvoir vous adapter derrière et vous vendre. Donc, combien de candidats ont été rencontrés? Est-ce qu'on est en début ou est-ce qu'on est en fin de processus? Parce que là encore, ça permet de vous positionner. Imaginons qu'on soit en fin de processus, vous pouvez vraiment vous dire, tiens, ça me permet de savoir si c'est vraiment une réelle opportunité qui peut déboucher quelque part sur une embauche derrière. Donc, se situer dans le temps et poser des questions sur le process, le mode de fonctionnement du processus, c'est hyper important. D'accord ? Par la suite, on peut continuer sur la troisième étape qu'on appelle l'évolution du poste et l'évolution de carrière, parce que c'est un sujet qui vous tient peut-être à cœur. Cela va encore vous permettre de récupérer de l'information, de la matière, de manière à l'utiliser au moment où vous allez pouvoir vous présenter. Alors, attendez, tac, 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 tac. L'idée, c'est de pouvoir aussi savoir, donc comme je vous le disais, comment on peut évoluer sur ce poste-là. Est-ce qu'on peut passer d'une fonction commerciale? Alors, j'attire toujours votre attention sur des exemples que je partage au quotidien parce que c'est mon quotidien de recruter des fonctions commerciales, market, etc. Est-ce que sur la partie commerciale, je vais pouvoir augmenter de volume, augmenter de zone? Est-ce que sur la partie commerciale, je vais pouvoir un jour gérer la partie management, la partie accompagnement de collaborateurs? Est-ce que je vais pouvoir évoluer? Voilà, j'aime parler l'anglais. Amandine le disait, j'ai une hard skill, c'est l'anglais. Est-ce que je vais pouvoir basculer sur l'international parce que mon entreprise est en train d'ouvrir des filiales à l'international? Donc, est-ce que je vais pouvoir traverser l'Atlantique et aller développer à l'international? Ça, c'est des questions qui sont importantes parce que là encore, ça montre quoi? Que vous êtes curieux, que vous êtes intéressé, que vous voulez savoir ce qui se passe dans l'entreprise en termes d'évolution, et ça montre aussi que quelque part, vous avez de l'ambition, vous allez vouloir vous marquer, vous projeter et peut-être évoluer dans le cadre de l'entreprise. J'espère que c'est clair pour tout le monde. De toute façon, on y reviendra dans le cadre de la deuxième partie de questions-réponses. Il nous reste un sujet qu'on doit aborder qui n'est pas négligeable, c'est effectivement la fourchette de rémunération. Alors, petit exemple, là encore, j'aime bien comparer la relation qui est en train de se créer avec l'entreprise au travers d'un premier entretien, un deuxième entretien, etc., avec une relation entre deux personnes. Une relation entre deux personnes, dans un premier temps, on commence par se connaître, on commence par faire connaissance. Après, effectivement, on se plaît. Et à la suite de ça, si on se plaît, on trouve des solutions pour se voir, se rencontrer et commencer une relation. Avec l'entreprise, c'est la même chose. Dans un premier temps, on fait connaissance. C'est tout ce qu'on a dit avant. Vous parlez de vous, l'entreprise parle d'elle. On voit si on peut avancer ensemble. On fait connaissance et on se dit, tiens, là, on a envie d'avancer ensemble sur un deuxième entretien, un troisième entretien. Ça veut dire que vous plaisez, vous suscitez effectivement l'intérêt de l'interlocuteur, du recruteur. Et à la suite de ça, effectivement, si ça fonctionne, on met en place des moyens d'avancer ensemble, à savoir la rémunération. En tout cas, effectivement, la rémunération, c'est important de la connaître ou d'en avoir une idée. La plupart du temps, à la fin d'un premier entretien, le recruteur que vous avez en face de vous vous demandera votre fourchette de rémunération ou vous donnera la fourchette de rémunération. Si en tout cas, vous êtes curieux et vous avez besoin de plus d'éléments parce que c'est un facteur de motivation, n'hésitez pas surtout à passer par un cabinet de recrutement parce qu'effectivement, nous, on a ces informations sur la partie fixe, sur la partie variable, sur la partie avantage, s'il y a un véhicule de fonction, s'il n'y en a pas. Et du coup, on va pouvoir anticiper, vous permettre de vous donner des informations qui vont vous permettre de vous positionner aussi. Quelque chose, alors oui, pour la fourchette de rémunération sur un premier, deuxième entretien, quelque chose qui est à éviter, on l'a mis en gros en noir avec un warning, c'est évidemment pas de questions sur les avantages lors d'un premier entretien. Vous l'avez compris, il y a tout un tas de sujets que l'on doit aborder. Dans un premier temps, les projets de l'entreprise, les missions, les incontournables, c'est tout ce qu'on a vu avant dans une première étape, une deuxième étape, une troisième étape, avant d'aborder le sujet des avantages. Honnêtement, je vous le dis, c'est un retour d'expérience. Les candidats qui arrivent en entretien sur une première rencontre et qui, dans les premières questions, posent des interrogations sur la partie REM et sur la partie avantages, ça va coincer parce qu'il y a tout un tas de choses à découvrir en préambule. Voilà ce que je peux vous dire concernant les incontournables et les choses qui sont selon moi indispensables lors d'une première rencontre en entretien.
Ouais, je valide totalement. Le pire, je pense, qu'il puisse être, c'est la personne qui n'a aucune question sur ce qu'on vient de dire. On vient de parler de l'entreprise, voilà, de faire toute une présentation, mais on sait qu'on n'a peut-être pas forcément donné toutes les infos. Et que la personne dit, alors, j'ai vraiment aucune question. En revanche, j'aimerais savoir, du coup, est-ce qu'il y a une mutuelle? Est-ce qu'il y a des tickets restaurants? Est-ce que je peux avoir un véhicule de fonction? Ah, d'accord. Donc, en fait, tout le reste, on s'en fiche. Mais tout ce qui va être intéressant, c'est si j'ai une voiture et si j'ai… On se dit, OK, bon, bah, la personne, elle partagera peut-être pas finalement ce projet qu'on a, et se sentira peut-être pas forcément attiré par ça, mais plus par ce que je pourrais proposer ensuite en avantage en nature. Et si ça ne va pas avec le savoir-être et ce que j'attends de la personne, si j'attends d'une personne qu'elle soit vraiment, qu'elle se sente concernée par le projet de l'entreprise et qu'elle soit impliquée et qu'elle ait envie de faire évoluer l'équipe, et que finalement elle me pose des questions que sur les avantages, effectivement, j'ai envie de dire quand même que dans 90% des cas, parce que je n'ai pas envie d'englober tout le monde, je pense que ce sera un gros warning comme on vient de mettre sur bon, ce sera certainement pas cette personne avec laquelle on va travailler. On n'a pas senti la motivation. Excuse-moi, je te coupe la parole. Je rebondis aussi sur ce que tu dis. La question, elle est fondamentale. Alors parfois, l'ordre de l'entretien ne s'est pas forcément passé comme on se l'est dit plus tôt. Parfois, ça va être le recruteur qui, à la fin de l'entretien, une fois que vous avez fait connaissance, va vous dire, bah, écoutez, mademoiselle, monsieur, est-ce que vous avez des questions? Surtout, ne dites pas non. Ne dites pas, écoutez, tout est clair, je m'étais renseignée avant, vous m'avez donné tout un tas d'informations qui me permettent de me positionner. Non, je n'ai pas de questions. Si vous n'avez pas pu prendre la parole jusqu'à présent sur la partie questions, c'est le moment de dire, bah oui, effectivement, j'ai des questions, j'ai vu que la stratégie était en train de changer, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ou j'ai bien compris que voilà, on avait passé un premier entretien, j'aimerais savoir comment ça fonctionne pour la suite du process. Mais vraiment montrer votre curiosité. Si vous n'avez pas pu poser des questions avant, c'est le moment d'intervenir en posant ces fameuses questions vertes qui vont montrer là encore que vous êtes stimulé, que vous êtes intéressé et que ben voilà, ça a du sens, que votre échange a eu du sens. Parce que finalement, il y a un peu toujours des questions que vous pouvez venir piocher. Par exemple, qu'est-ce qui fera la différence entre les candidats que vous rencontrez? C'est assez rare que de but en blanc, la personne dans la présentation ou dans ce que vous avez pu voir sur l'offre, elle vous dira, alors moi aujourd'hui, ce qui fera la différence entre les candidats que je vais rencontrer, ce sera ça, 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 ça. Donc c'est un peu des questions bouées. Si la personne parle beaucoup, que vous avez eu beaucoup de choses et que toutes les questions que vous étiez notées, vous vous rendez compte qu'elle a répondu quasiment à tout, tournez toujours cette question sur l'avis de la personne que vous avez en face de vous. À partir du moment où vous direz à la personne, alors selon vous, vous pouvez être sûr qu'après, vous allez poser une question où elle a très certainement pas répondu lorsqu'elle a fait la présentation. C'est un peu cette tournure du selon vous, d'après vous. Qu'est-ce qui fera voilà, la différence entre les candidats? D'après vous, quelles sont les premières difficultés quand on rentre dans le poste? D'après vous, quels sont les plus de ce poste, au contraire, et dans cette équipe? Donc, vraiment, si vous sentez qu'elle a répondu à beaucoup de questions un peu, pas techniques, mais en tout cas sur des aspects sur lesquels vous dites, bah là, elle a répondu, elle a répondu, elle a répondu, tournez en selon vous, d'après vous. Et comme le dit Bérénice, quelqu'un qui me dit non, non, j'ai tout compris, vous avez tout très bien dit, je me dis que ça manque un peu de… Ça nécessite d'être un peu plus creusé, en fait. Tu voulais dire quelque chose, Bérénice? Oui, je voulais dire quelque chose, une question que je trouve super intéressante, c'est voilà, monsieur l'interlocuteur, monsieur le recruteur, qu'est-ce qui va faire selon vous la différence entre plusieurs profils? Si le recruteur vous dit, ben voilà, moi je recherche quelqu'un qui soit proactif, je recherche quelqu'un qui soit dynamique, qui soit à l'écoute, ben à ce moment-là, vous, quand vous allez parler de vous, l'idée c'est pas de dire, ben, monsieur le recruteur, je suis proactif, monsieur le recruteur, je suis à l'écoute. Non, c'est d'enregistrer cette information-là, de la retenir, de la mémoriser et de la retranscrire avec vos mots à travers d'exemples. Monsieur le recruteur, quand je suis arrivée dans l'entreprise actuelle où je suis depuis 5 ans, j'ai analysé le contexte de la PME dans laquelle je me situe. J'ai effectivement invité l'ensemble des clients que je ne connaissais pas, pour lesquels j'ai mis en place des événements, des conférences d'information, des webinars dans le but de me présenter, dans le but de leur montrer qui j'étais. Là, le recruteur, il se dit, tiens, moi, je cherche quelqu'un de proactif, j'ai quelqu'un de proactif en face de moi et dynamique puisqu'il met en place des actions. Voilà, ça permet effectivement, c'est un peu ces qualités, trois défauts, ça permet effectivement aux recruteurs qui sont en face de vous de se dire, j'avais besoin de cette compétence, et en face de moi, j'ai la personne qu'il me faut, ou en tout cas, j'ai la personne avec qui je vais avoir envie d'avancer sur le reste des process de manière à la présenter au reste de l'équipe.
C'est exactement ce que je disais tout à l'heure dans comment mettre Oui. en avant ses compétences. C'est cette fameuse technique où j'ai compris le contexte. Donc là, il va vouloir quelqu'un de proactif. Et c'est à ça que servent ces questions un peu incontournables. Et on va le voir ensuite, les questions pour se différencier. C'est d'aller chercher les informations pour aller sélectionner les bonnes compétences, pour aller sélectionner ce que je vais dire finalement à la personne en face lorsqu'elle me dira bah, parlez-moi de vous, ou lorsque dans l'échange, je vais lui parler de moi. C'est exactement ce que dit Bérénice. Il faut être beaucoup plus fin que vous avez demandé quelqu'un de proactif. Donc voilà, alors moi je suis vraiment proactive. Super. OK. C'est vraiment comme le dit Bérénice, c'est d'être plus fin en disant voilà, alors dans mon ancienne expérience, voilà comment ce que j'ai fait. Le contexte, c'était ça. Les actions que j'ai menées, c'était ça. Les résultats, c'était ça. Et le bénéfice pour vous, c'est qu'aujourd'hui, vous attendez quelqu'un de proactif, puisque dans le futur, voilà ce que vous attendez de la personne. Bah, je pourrais certainement puiser sur les actions que j'ai déjà faites. En fait, en face, la personne elle se dit ok, j'ai vraiment besoin de quelqu'un de proactif et qui sache aller au devant des équipes pour telle chose. Si c'est ce dont vous venez de me parler dans l'entreprise sur laquelle vous avez travaillé avant, bon bah la boucle elle est bouclée en fait. J'ai compris le bénéfice pour moi et comment vous serez un atout pour moi dans mon entreprise. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on présente ses compétences de cette façon-là. Au lieu de justement, comme on disait tout à l'heure, tout noyer et du coup que la personne elle va devoir aller chercher. Tout le monde ne fait pas l'effort d'aller chercher au milieu de tout ce qui est dit ce qui va faire la différence. Hein. Autant dans les cabinets de recrutement, en face de vous, vous avez des personnes dont c'est le métier, hein, d'aller chercher les informations, d'aller creuser, parce que bien souvent, on se retrouve aussi face à des personnes qui n'ont pas forcément... Enfin, recruteur, c'est un métier. Passer un entretien, être recruté, c'est pas un métier, mais pour autant, ça demande quand même des compétences et ça demande du travail. Quand on a affaire à des personnes qui sont un peu plus juniors, ou en tout cas qui ne sont pas forcément à l'aise, parce que ce n'est pas une question de débuter ou pas dans un métier, nous, on fait tout ce travail de feedback aussi auprès des candidats, où on leur dit voilà ce qui allait, voilà ce qu'il faut mettre en avant. C'est ça aussi l'avantage de passer par un cabinet, de passer par un recruteur. La personne fera pas cet effort, mais en tout cas, ira creuser sur les sujets en particulier qui vont permettre d'aller chercher l'essence et de se dire, OK, voilà finalement le candidat qui est en face de moi et voilà comment on peut mettre en avant cette candidature. C'est peut-être pas quelque chose qui sera fait par un opérationnel, et puis ça dépend aussi si votre entretien il se passe à 19h, il vient de se taper une énorme journée. L'effort d'aller chercher au milieu de tout ce que vous avez dit, ce qui fera mouche, sincèrement, il y a aussi une question de c'est peut-être pas la bonne journée, c'est peut-être pas la bonne humeur, c'est peut-être pas la bonne heure. Malheureusement, ça fait partie de l'entretien. Donc, plus on s'est préparé et plus on sait comment le mener et poser les bonnes questions pour aller chercher ensuite les bonnes compétences, plus ce sera fluide et plus ce sera confort pour vous comme pour la personne qui sera en face de vous. Retenez juste une chose, c'est comme si vous étiez encore une fois un commercial face à un client et que vous deviez faire une découverte. Voilà, aujourd'hui, vous posez des questions, vous faites parler l'interlocuteur que vous avez en face de vous et en fonction des éléments de réponse qu'il vous donne, vous adaptez votre discours. Un peu comme un médecin qui a un patient malade, qui va diagnostiquer et une fois qu'il a diagnostiqué, il va pouvoir préconiser tel et tel médicament. Je me tais. Et pour se différencier, on va dire que là, c'est le petit plus. Si vous vous sentez assez à l'aise aussi pour venir sur ces sujets-là, c'est d'aller sur la réussite et sur l'ambiance. À nouveau, de dire, bon, bah, la réussite de l'entreprise, j'ai vu que c'était ça, ou bon, bah, j'imagine que réussir, c'est ça. Non, on ne va pas aller sur de la spéculation. D'après vous, qu'est-ce qui fera la réussite sur ce poste? Là, l'avantage de cette question, c'est que déjà, vous le tournez en réussite, pas en échec. Donc, vous tournez ça en positif. Et là, vous allez avoir l'émotion positive que vous pouvez déclencher chez la personne en face de vous. Pour vous faire un rapide, mais alors vraiment rapide parallèle avec de la neuroscience, clairement, ce qui vous fait acheter aujourd'hui ou ce qui vous fait faire un choix et ce qui vous fait prendre des décisions, ce sont vos émotions. D'abord, la sécurité. Donc là, on va venir mettre tout cet aspect compétences, voilà comment ce que je peux faire, ce que j'ai déjà fait, comment je pourrais le faire chez vous. Et là, on va venir ajouter, c'est la chantilly sur la boule de glace, quoi. Hein. C'est que, en plus de ça, vous, ce que vous attendez dans votre réussite et ce qui vous fera prendre plaisir de travailler avec cette personne, c'est ça. Et ben voilà comment moi, je pourrais vous accompagner là-dessus. C'est vraiment le petit plus. Qu'est-ce que vous attendez de votre futur collaborateur? Oui, vous, la personne que j'ai en face de moi. Parce que peu importe que ce soit la RH ou que ce soit un opérationnel, vous allez avoir quelqu'un avec qui vous allez travailler de près ou de loin.
Et par exemple, une personne qui est dans le recrutement ou qui est en ressources humaines, ce sera de dire que mon opérationnel, qu'attendez-vous de votre futur collaborateur? Moi, ce serait simplement que mon opérationnel, il vienne me voir dans un mois en disant, franchement, tu m'as présenté mais une super candidate ou un super candidat, j'en suis ravie. Aujourd'hui, il est top, il est bien intégré, voilà. Ça peut être énormément de choses, mais au moins, vous savez comment, qu'est-ce qui va faire la différence chez la personne que vous avez en face de vous. Et sur l'ambiance, au lieu de simplement dire, c'est quoi l'ambiance? Parce que bien évidemment, la personne, c'est assez rare qu'elle vous dise, là, c'est une ambiance mortelle et tout le monde est au bout du rouleau. Mais vous, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait venir au travail avec le sourire? Ou qu'est-ce qui vous différencie par rapport à la concurrence? C'est quoi le petit plus? C'est quoi le petit plus de votre entreprise d'après vous? Toujours, c'est d'après l'avis qu'on a en face de soi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'équipe? C'est vraiment, je viens encore une fois créer du lien avec la personne en face de moi. Je viens aussi voir ce qui résonne chez l'autre. Et c'est aussi parce que j'ai cru entreapercevoir dans les questions et les réponses. Vous avez parfaitement raison de me poser cette question. Un entretien, ce n'est pas unilatéral. Ce n'est pas uniquement à vous de montrer que vous êtes la bonne personne. C'est aussi à l'entreprise de vous montrer ce qu'elle peut vous proposer. En fait, il n'y a pas de question c'est ni vous qui avez le dessus, ni l'entreprise qui a le dessus. C'est un échange entre deux personnes. Et c'est vraiment dans votre relation, et puis au quotidien, en fait, si vous ne sentez pas que vous apportez à l'entreprise et que l'entreprise peut vous apporter des choses, c'est assez rare que ça tienne dans le très long terme. Il ne faut pas que vous vous sentiez lésé à un moment donné, et ce n'est pas non plus absolument faut me vendre. C'est-à-dire que si dans l'entretien, vous sentez que ça ne va pas aller, en fait, ça ne va pas aller. Hein. Ça ne sert à rien de venir se vendre absolument, et que le jour où vous aurez le poste, alors après, je ne dis pas, il y a des situations qui font qu'on a besoin de trouver un travail, et peut-être qu'on va faire le dos rond le temps qu'il faut, pas de sujet. Mais si vous êtes vraiment dans une recherche en vous disant, là, je veux quelque chose où je peux m'épanouir, où je peux regarder sur du long terme, et où c'est aussi à ça que ça sert l'entretien. C'est de venir poser des questions sur ce qui est important pour vous. Si pour vous, c'est important qu'il y ait une super ambiance, et pour vous, c'est important qu'il y ait de l'évolution, si pour vous, c'est important de connaître absolument comment on évolue, qu'est-ce qui va faire la différence, qui j'ai en face de moi, avec qui je vais travailler, c'est important de poser des questions dessus pour être sûr que ça va coller. Après, bien évidemment, dans tous les cas, on a en face de nous une personne avec sa propre perception. On a de toute façon une personne qui va donner son propre avis. Vous avez le droit de vous faire le vôtre. Et il y aura toujours un gap entre la personne que vous rencontrez, comment elle ressent l'entreprise, comment elle se sent dans l'entreprise, et vous, quand vous allez rentrer, comment ça va se passer. Il y aura toujours un gap. Maintenant, plus vous allez poser des questions, plus vous allez poser des questions ouvertes, et plus vous allez demander des exemples de concrètement comment ça se passe, plus vous allez quand même sécuriser le fait que, OK, c'est une entreprise dans laquelle je peux me sentir bien. C'est vraiment, pensez-le comme ça à l'entretien. Ce n'est pas que à vous de faire vos preuves. Parce que je sais que c'est un peu malheureusement ce qui se dit, et c'est un peu malheureusement le ressenti qu'on peut en avoir. On a toujours l'impression que c'est à nous, en tant que candidat, de faire la différence, mais l'entreprise aussi a ce rôle, elle doit aussi vous montrer ce qu'elle peut vous apporter. Et malgré tout, Bérénice, je te laisse me dire ton avis aussi là-dessus, mais je trouve que les entreprises de plus en plus se rendent compte de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bérénice. Oui, de plus en plus, les entreprises se rendent compte de ça et de plus en plus, parce que j'avais la curiosité de regarder un petit peu quel type de questions on avait en face de nous, de plus en plus, on est effectivement sur un échange qui va dans les deux sens, où l'idée est de se convaincre et de se plaire. C'est toujours la même chose, en fait, pour qu'une collaboration soit durable, pérenne et fonctionne, il faut être certain qu'on a tous les éléments, on a toutes les clés de manière à s'éclater, à profiter dans l'entreprise et à travailler avec bonne humeur. Et donc, du coup, pour ce faire, il faut effectivement faire connaissance, rentrer en profondeur, poser les choses sans tabou, de manière à récupérer tous les éléments. Et on est vraiment dans une discussion, dans un échange. Et si vous devez solliciter un troisième ou un quatrième entretien pour bien comprendre, pour peaufiner, n'hésitez pas. Donc oui, on est complètement dans ça et les entreprises en ont conscience. Alors j'ai Dominique qui demandait si on va recevoir un support PDF. Il n'y aura pas de support PDF. En revanche, on va mettre à disposition un replay de ce webinar. On le mettra sur LinkedIn dans les jours qui vont venir. Et donc, du coup, vous aurez la possibilité de revoir ce webinar encore et encore, si vous le souhaitez, et pour prendre des notes sur ce qui vous semble important.
Du coup, il y a Justine qui dit également, est-ce que c'est une bonne idée de prendre des notes en entretien? N'hésitez pas, oui, effectivement, arriver avec un calepin, arriver avec un cahier, ça va vous permettre de, voilà, de noter des mots-clés dans les informations que va vous transmettre le recruteur. Vous vous souvenez, c'est une gymnastique. On récupère des informations, on les mémorise et après on les transforme et on les adapte. Donc oui, prenez des notes, ça montre votre intérêt, ça montre voilà, votre envie de bien faire. Tout à fait, prenez des notes. Et puis, si un échange dure 1 heure et demie, je ne suis pas certaine que vous puissiez retenir toutes les informations. Donc, bien évidemment, vous pouvez prendre des notes aussi en disant ah bah, me parle de proactivité, ah bah, et hop, ok, je vais revenir dessus, je vais en parler. Ou ah bah, vient de me dire un truc là, donc je vais poser une question là-dessus. Mais ça permet effectivement, bah, vous de vous structurer, d'être un peu plus à l'aise, un peu plus confort aussi, et puis aussi, effectivement, de montrer votre intérêt, ça c'est sûr. Il y a juste Anya qui avait posé une question un petit peu avant. Faut-il adapter son CV à l'offre en reprenant les soft skills demandés sur l'offre si ceux-ci nous correspondent? Alors, moi, je vais, pareil, c'est mon avis. Il n'y a pas de... sur le CV, je pense que personne ne peut donner une vérité vraie. C'est-à-dire qu'il y a des CV qui vont... Alors, il y a des règles, hein, c'est-à-dire qu'un CV totalement éparse, voilà. Mais cette histoire de est-ce que je dois mettre une photo, pas une photo, ou est-ce que je dois mettre mes soft skills, pas mes soft skills, moi j'ai mon avis sur la question. C'est-à-dire que je trouve que mettre des soft skills, même s'ils ont été demandés sur l'offre et s'ils nous correspondent sur mon CV, je ne trouve pas, mais après c'est mon avis, je ne trouve pas, enfin ça ne fera pas mouche chez moi en tout cas, si je reçois le CV. Parce que, pareil, moi je veux du concret. C'est-à-dire que, ok, sur le CV, je vois dynamique, proactive et compagnie, mais si ce n'est pas étayé lors de l'entretien et si je n'ai pas concrètement comment ça s'est passé avec telles actions, je ne vais pas forcément faire attention au fait que ce soit sur le CV ou pas. Je trouve que je ne trouve pas la plus-value. Voilà, je ne trouve pas qu'il y ait de plus-value à ça. Maintenant, moi, je vais dire ça. Peut-être que Bérénice, elle va trouver ça très bien. Peut-être que... Donc, un peu à vous aussi de faire comme vous le sentez. Votre CV, c'est un peu vous. Hein, c'est votre... C'est vous. Voilà, c'est votre fiche d'identité. C'est comment vous voulez vous présenter à une entreprise. Comme je vous le disais, il y a des règles. Hein, c'est mieux un CV avec un titre et puis un titre personnalisé. Parce que moi aussi, qui reçois des CV, quand je vois que le CV, je recherche un consultant en recrutement et j'ai une personne qui me met un titre avec, j'en sais rien, souvent j'ai responsable RH ou des personnes qui veulent être chargées de recrutement, il y a quand même des différences. Voilà, je préfère un CV avec avec un beau titre, par exemple. Moi, je trouve ça bien. Peut-être que Bérénice, le titre, elle s'en fiche. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Je ne sais pas, Bérénice, toi, qu'est-ce que tu en penses par C'est rapport percutant, le titre, ça permet, voilà, on lit des centaines de CV par jour, on passe, qu'on se le dise, moins d'une minute sur un CV. Tout dépend en fait de si le CV est accrocheur ou pas. Et c'est vrai que le fait de situer avec un titre, ça situe le contexte, on sait déjà quel type de profil on a en face de nous. Donc oui, je trouve sympa de mettre effectivement, c'est judicieux, c'est parlant. Après, ce n'est pas une obligation dans le sens où on va retrouver les métiers que vous avez pu exercer jusqu'à présent. Justine pose une question également. Est-ce que c'est une bonne idée de venir avec un petit mémo sur les questions qu'on veut poser? Oui, pour moi, il faut préparer en amont ces questions et venir avec, effectivement, comme je le disais, après, c'est vraiment parce que je trouve ça plus confort aussi, d'avoir un petit matelas avec des questions déjà prêtes, ce sur quoi on veut aller, et comme je disais tout à l'heure, des choses qui nous semblent aussi importantes et sur lesquelles on veut absolument venir et qu'on ne veut pas oublier. Et moi, sincèrement, quelqu'un qui vient en entretien avec des notes, mais comme dans un rendez-vous commercial, hein, vraiment, le parallèle, il est sur tous les points. Quelqu'un qui vient avec des notes, des questions, j'ai même des personnes qui viennent des fois avec des feuilles doubles, avec des petites choses stabilotées. Mais moi, je trouve ça bien. Et sincèrement, hein, et là, pour le coup, à nouveau, je ne dis pas que je dis des vérités vraies, mais je pense ne pas du tout me tromper quand je dis que 100% des recruteurs ne pourront jamais vous dire mais qu'est-ce que c'est que ces petits mémos sur les questions, il est venu préparer avec des questions, ça ne me plaît pas. Hein. On est sensible à ça, ça nous fait plaisir. C'est ça, c'est ça. Et même si vous rencontrez un cabinet que vous ne connaissez pas forcément l'entreprise sur laquelle le consultant veut vous positionner, ça ne vous empêche pas de venir poser des questions sur le cabinet et sur la marque et sur le consultant en particulier que vous venez rencontrer.
Parce que si vous le faites avec nous, ça veut dire que vous êtes capable de le faire avec notre client, nos clients, donc un futur RH. Et du coup, on a cette capacité à se dire, il va savoir le faire, on le positionne davantage. Donc, n'hésitez, oui, surtout pas, effectivement. Est-ce que le fait de demander comment est gérée la mobilité en interne n'est pas un signe d'instabilité? Tu y réponds, j'y réponds. Vas-y. Comme ça, je fais le tri dans les questions. Ok, non, tout dépend comment c'est amené. Tout à l'heure, on parlait justement de l'évolution sur des compétences, sur le poste, etc. Si vous posez des questions d'ensemble dans un premier temps, est-ce qu'il y a des mouvements à l'international? Est-ce qu'il y a des mouvements au national? De quel type, etc. Et que vous posez une question après ciblée sur la mobilité, là encore, ça montre votre intérêt et votre capacité à vous projeter plus tard. Donc non, c'est absolument pas dérangeant. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire, Bérénice. Justine, d'après vous, est-ce qu'il y a des soft skills ou des questions particulières pour des jeunes diplômés? Et merci pour vos réponses. Déjà avec plaisir, Justine. Non, comme je le disais, et je pense que Bérénice, tu seras d'accord, pour les soft skills, ça dépend de vous et ça dépend de ce que vous avez fait et de ce sur quoi vous pouvez vous poser concrètement. Les questions particulières pour les jeunes diplômés. Alors, j'ai juste pas compris la question. Est-ce que, en tant que jeune diplômé, il y a des questions particulières qu'il faut poser, ou est-ce qu'il y a des questions particulières pour des jeunes diplômés dans le sens qu'on pose particulièrement aux jeunes diplômés? J'avoue que je ne sais pas. Si c'est la première chose, pareil, je dirais qu'il n'y a pas forcément de questions particulières. C'est vraiment ce qui va aussi des questions sur lesquelles vous aimeriez avoir une réponse. C'est vraiment toujours comme ça qu'il faut plus se positionner. Je vais poser un maximum de questions ouvertes. Ça, c'est un grand conseil que je peux donner, jeunes diplômés ou pas. Et c'est ce que disait Bérénice tout à l'heure. Plus vous posez des questions ouvertes, plus vous allez ouvrir le champ des possibles. Le but après, c'est de venir vraiment choisir des sujets qui vous semblent, pour vous, importants et sur lesquels vous voulez aussi avoir des réponses. Et c'est vraiment de venir faire ce fameux entonnoir, en fait. Je vais poser beaucoup de questions parce que voilà tous les sujets sur lesquels j'aimerais avoir des réponses. Maintenant, ce sujet-là en particulier, j'aimerais y aller. Celui-ci. Et peut-être aussi, parce que comme on dit, c'est dans le cadre d'un échange, le recruteur, il va vous amener sur des sujets très ciblés sur lesquels il aimerait aussi avoir votre avis, avoir votre réponse et savoir comment vous positionnez par rapport à ça. Donc, il n'y a pas forcément des questions particulières que ce soit vous en tant que jeune diplômé à poser ou que le recruteur va vous poser en tant que jeune diplômé. Il y aura certainement plus, et ça c'est vrai, en tant que jeune diplômé, pour pouvoir vous appuyer sur des exemples concrets, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas aussi à aller sur des exemples de vie associative, de sport que vous faites. Si vous le faites, je ne sais pas, même s'il y a besoin quelqu'un, j'en sais rien. Par exemple, moi, je recherche souvent des consultants où je me dis, si la personne me dit qu'elle est persévérante, c'est un métier où il en faut. Mais c'est un jeune diplômé. Comment me prouver sa persévérance? Si cette personne-là, par exemple, elle fait un sport en compétition, tous ceux qui ont fait du sport en compétition le savent, et on peut poser même des exemples très concrets, que si on n'est pas persévérant et si on ne sait pas à un moment donné faire le dos rond et se dire là je me suis pris une petite gamelle mais je vais remonter, en fait voilà c'est un exemple concret, un sport en compétition et finalement peu importe lequel, que ce soit de la natation, que ce soit de l'équitation, j'en sais rien, mais il n'y a pas de choses particulières posées, c'est juste que je pense, là où vous aurez peut-être un peu plus, pas de difficulté, mais en tout cas, il va falloir peut-être un peu plus le travailler et le préparer, c'est quel type d'exemple je peux utiliser par rapport à tel type de compétences. Voilà, du concret et que ce soit le plus concret possible pour la personne en face de moi. Bérénice, je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai rien à rajouter sur ce sujet-là, c'est clair. Jean-Michel, comment trouvez-vous des informations sur une entreprise lorsqu'il n'y a pas de site internet et comment faire une bonne proposition salariale, lorsqu'on n'a pas une idée sur le salaire par rapport au poste? Alors, une entreprise qui n'a pas de site internet en ce moment, il y en a quand même très peu, je trouve. Enfin, Bérénice, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, oui, effectivement, j'essaye de réfléchir et je pense à mes clients actuels et la plupart, sauf des sites en maintenance, effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver. OK, donc le site ne fonctionne pas, vous allez aller récupérer de l'information sur LinkedIn, vous allez aller récupérer de l'information sur Welcome to the Jungle, simplement envoyer un mail à l'interlocuteur qui vous rencontre en disant « Je me suis rendu compte que le site était en maintenance, il va me manquer ça, ça, ça. » Mais on a déjà répondu à cette question lors de notre intervention. Si vous passez par un cabinet de recrutement, nous, on détient toutes les informations parce qu'on a fait ce travail de fourmi.
ou ce travail de commercial où effectivement, avant de conclure une collaboration avec notre client, on est allé chercher toutes les informations dont on avait besoin pour conclure un recrutement. Et donc, du coup, on est capable de vous donner les informations dont vous avez besoin pour vous préparer, vous accompagner tout au long du processus. Et dans tous les cas, je pense quand même que il faut quand même avoir une certaine idée du marché pour éviter d'être dans le trop haut dans la fourchette salariale. Euh, Parce que c'est sûr que si en moyenne sur tel type de poste avec telle expérience, les gens sont aux alentours de, je dis ça vraiment parce que au hasard 40K, vous vous positionnez entre 45 et 50, bah, va falloir quand même un petit peu le justifier. Donc c'est vrai qu'en général, quand on se positionne, bon, on essaye d'être un minimum dans ce qui se fait habituellement. On va dire, on va éviter d'être trop si on sort un peu trop du cadre, à un moment donné, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça, et vraiment, Bérénice a raison, qu'un cabinet, au-delà d'une compétence de recruteur et de poser les bonnes questions et des compétences commerciales, il y a aussi tout un côté où on reçoit des offres, des enquêtes sur la rémunération, tout simplement par rapport à tous les contacts qu'on peut avoir avec les clients comme avec les candidats. On peut vous donner aussi une fourchette en vous disant, sincèrement, moi, ça m'est arrivé de le dire à une consultante qui se positionnait en sortie d'études vraiment très haut. Alors ça, je peux le comprendre. Beaucoup d'écoles, et notamment les écoles de commerce, disent qu'en sortant, vous pouvez prétendre à telle rémunération. Alors, oui et non. Bien évidemment, vous avez des compétences et vous sortez d'une école où on vous a appris plein de choses et certainement vous avez fait des stages et de l'alternance et vous pouvez justifier d'un certain salaire. Maintenant, quand on dépasse de 10 à 15 cas le salaire que la personne propose, il y a un trop gros gap. Donc, c'est vrai que pour le coup, en passant par un consultant, c'est beaucoup plus simple ou une consultante. Comment doit-on définir le titre du coup? Simplement par rapport à ce que vous voulez faire et quel est votre projet professionnel. Si vous voulez être consultant en recrutement, vous mettez consultant en recrutement. Si vous postulez à différentes offres, par exemple, je prends un exemple qui me touche, les ressources humaines. Quand on veut bosser dans les ressources humaines, ça je l'entends souvent, je veux bosser dans les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est très très large. Il y a tout ce qui va toucher au développement RH, avec effectivement la formation, avec le bien-être des collaborateurs, avec la marque employeur, les relations écoles. Et puis il y a les personnes qui sont beaucoup plus administration du personnel, les contrats, la paye. C'est deux choses différentes. Si on postule sur de l'ADP et on postule en même temps sur des RH un peu plus, on va dire un peu plus développement RH, déjà, je pense que dans le projet professionnel, il faut peut-être qu'on se recentre, je pense. Et moi, je dirais adapté par rapport à l'annonce à laquelle on envoie notre CV. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Bérénice. Aussi, en parallèle, non, mais je suis aussi d'accord avec toi. Et en parallèle, je continue à regarder les questions qui sont nombreuses de nos internautes. Je vois Delphine Cartier. Bonjour, vous nous dites comment convaincre un recruteur que notre candidature est en adéquation avec l'annonce. Alors, Delphine, je ne sais pas à quelle heure, à quel moment vous êtes arrivée sur notre webinaire, mais c'est toute l'idée de ce webinaire. Effectivement, c'est en lui posant des questions, en allant chercher ce dont il a besoin, en essayant de trouver des accointances, des ressemblances avec ce que vous savez faire au quotidien depuis le début de votre activité, et justement en faisant le parallèle entre ce que veut le recruteur et ce que vous savez faire, au travers des exemples, au travers les missions qui vous ont été confiées, les postes que vous avez occupés. Et à ce moment-là, de façon très naturellement, en mettant en avant des exemples, vous allez pouvoir convaincre votre recruteur ou le recruteur que vous avez en face de vous. Finalement, c'est tout ce travail en amont. On sait que certains CV sont examinés par des robots. Est-ce qu'en conséquence, les soft skills n'ont pas une importance particulière? Alors, déjà, c'est certaines structures qui, pour permettre le tri, un premier tri examiné par des robots, ça un peu plus souvent sur des métiers très techniques, type ingénierie de production. Moi, je l'ai beaucoup plus vu dans des entreprises où il y avait des profils techniques particuliers avec des choses particulières. Où nous, en tant que cabinet, non. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de tri de CV qui se fait par des robots. Et les soft skills n'ont pas une importance particulière. Alors, c'est l'exemple du médecin, c'est-à-dire que il y a des métiers qui nécessitent quand même une connaissance technique qui est primordiale, et donc ils ne peuvent pas passer à côté. Donc j'imagine, moi là je parle en leur nom, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les entreprises, que si certaines entreprises utilisent
l'intelligence artificielle pour aller trier les CV par rapport à une formation, par rapport à certains, je sais pas, certains logiciels ou quoi, c'est que j'imagine que c'est absolument nécessaire dans le travail, dans le cadre du métier, ou en tout cas de la personne qui le recherche. Et à ce moment-là, ce qui fera la différence, j'imagine, à nouveau, hein, en entretien, ce sera, pourquoi pas, les soft skills qui seront mises en avant, le savoir-être et peut-être plus une question. Alors, j'aime pas du tout utiliser ce mot, mais dans le recrutement, je trouve pas que ça ait forcément sa place, mais le feeling, j'imagine. Mais vraiment, je n'en sais rien parce que chez nous, ce ne sont pas du tout des robots qui examinent les CV. C'est vraiment tous les consultants qui le font. Mais voilà, les soft skills, et vraiment, je pense que c'est ce qui complète des hard skills. Et moi, je pense, peu importe le métier, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des métiers où c'est encore plus parlant. Les médecins, des ingénieurs de production qui vont travailler sur des machines particulières. Forcément, autant de bonne volonté que vous voulez, autant de capacité d'apprentissage que vous voulez. Si vous êtes boulanger et que d'un coup, vous voulez devenir ingénieur de production sur une grosse machine qui construit des voitures, par exemple, j'imagine qu'on va avoir un petit souci, quoi. Donc, voilà, comment je peux répondre à cette question que de cette façon-là, parce que j'ai vraiment pas d'idée sur comment ça se passe en entreprise qui utilise l'IA pour ça. Je sais pas ce que tu en penses, Bérénice. Je n'ai pas de recul sur cette méthode-là. En attendant que votre interlocuteur connaisse le mot soft skills ou pas, parce que je fais le parallèle avec Gilles qui posait la question, effectivement, c'est hyper important de pouvoir mettre en avant ce qui vous caractérise en outrepassant les compétences vraiment techniques et professionnelles, mais plus les compétences comportementales. Alors, Marthe qui me demande comment répondre à la fameuse question suivante. Quelles sont vos qualités et vos défauts? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors déjà, je pense que malgré tout, elle n'est plus trop utilisée, ou en tout cas, elle est un peu détournée. Ça va être beaucoup plus... Enfin, moi, je me demande quelle est l'utilité de dire à quelqu'un quelles sont vos qualités et vos défauts, en sachant que la personne va certainement choisir comme défaut. Je suis très perfectionniste et c'est un vrai problème parce que du coup, j'ai vraiment du mal à lâcher tant que c'est pas parfait. Elle sort 1000 fois, enfin celle-là, je l'ai entendue au moins 1000 fois. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de poser cette question-là. Et c'est beaucoup plus de le tourner dans le sens compétence, comme on l'a vu tout à l'heure, plus dans le sens soft skills et plus dans le sens concret de la chose. Parce que sincèrement, quelqu'un qui... Là, je vais être un peu... Mais quelqu'un qui vous demande quelles sont vos qualités et vos défauts, moi, je me demande toujours qu'attend la personne, en fait, finalement, en face. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à tout le temps procrastiner, j'imagine bien que vous n'allez pas le dire. Enfin, je pense que c'est assez rare quelqu'un qui dit « Alors moi, je procrastine dès que j'en ai l'occasion, c'est-à-dire tous les jours, je repose tout au lendemain. » Non, ce n'est pas quelque chose qu'on dit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bérénice, mais comment répondre à cette question? Oui, en fait, c'est assez clair. Déjà, qualité-défaut, c'est vrai qu'on n'utilise plus forcément cette méthode, mais en fait, ça a fait aussi tout l'objet de ce webinaire. C'est effectivement voilà, de faire une introspection sur soi-même et de se dire qu'est-ce que je suis capable de faire et de le mettre en avant. Et sur les défauts, un défaut, qu'on se le dise clairement, c'est négatif, c'est péjoratif. Donc, effectivement, si on vous pose la question quels sont vos défauts, c'est essayer de trouver un défaut que vous allez pouvoir derrière tourner peut-être en qualité. Et c'est le fameux exemple que vous a cité Amandine sur je suis perfectionniste et j'ai énormément de mal à lâcher prise. Et là, le recruteur va se dire bon, il vaut mieux quelqu'un de perfectionniste que quelqu'un qui n'est pas le souci du détail et qui va tout laisser en désordre et finalement, ça ne va pas nous arranger. Mais rassurez-vous, encore une fois, finalement, si on vous demande 3 qualités, voilà, je suis ponctuelle, je suis organisée, je suis dynamique, ça ne va pas avoir le même sens que de dire j'ai noté que pour vous, c'était important d'avoir quelqu'un de dynamique. Ce que je peux vous montrer, c'est qu'au quotidien, dans l'activité dans laquelle je suis, voilà, mon quotidien, c'est 8 rencontres de clients par semaine. À la suite de ça, c'est 12 relances, c'est de la prospection, c'est de la mise en place de qualification de fichiers. C'est toute une rythmique avec un reporting. Et là, ça montre que vous êtes quelqu'un de dynamique. Ça a beaucoup plus d'importance et de sens. Beaucoup plus de poids. Oui.
Ah, pardon, Gilles nous disait, faut-il venir avec des réalisations, tableau Excel, reporting, etc. Oui, alors oui, ça ne pose aucun problème, bien au contraire, tout dépend dans quel métier vous candidatez, vous postulez, mais effectivement, je m'en réfère encore à mon expérience métier commerciale ou chef de projet marketing, par exemple. Effectivement, un recruteur va vous attendre sur des résultats commerciaux, sur des parts de marché, sur le développement du chiffre d'affaires. Alors, sans rentrer dans des informations qui sont complètement confidentielles, effectivement, vous pouvez toujours venir avec une synthétisation de ce que vous avez fait, une progression depuis 1 an, 2 ans, 3 ans sur le métier sur lequel vous exercez, parce que ça montre que vous êtes organisé, que vous êtes à jour de vos chiffres, que vous êtes capable de parler business. Donc oui, ça c'est hyper rassurant. Pareil pour un comptable qui aurait pu gérer des bilans, des comptes de résultats. Pareil pour un chef de projet marketing qui aurait pu gérer des animations, des événements. N'hésitez pas à faire un book retraçant l'ensemble des événements que vous avez pu mettre en avant, parce que là encore, c'est parlant. Donc oui, oui, oui. Alors, je réponds à quelques questions par écrit, comme ça c'est plus simple. Comment arriver à tourner à son avantage une précédente expérience non concluante? Donc, c'est Gilles qui nous pose la question. Je trouve que c'est dans tous les d'être très clair et transparent en disant voilà, ça s'est mal passé, mais voilà maintenant l'analyse que j'en ai fait. Pourquoi ça s'est mal passé? C'est-à-dire de savoir, en fait, ça monte votre prise de hauteur sur cette expérience en disant ça s'est mal passé parce qu'il il y a eu telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, c'est aussi de savoir faire son propre bilan, en fait. Tout ne peut pas bien se passer. Dans mon expérience, et là pour parler de moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai eu une expérience particulière qui n'a pas duré longtemps, qui a duré 3 mois. Et je suis partie, j'ai démissionné au bout de 3 mois parce que c'était c'était une organisation à la chaîne, c'était beaucoup de contrôle sur ce qu'on faisait, même physiquement, c'est-à-dire nous étions 3 comme ça et 3 comme ça avec un manager ici, qui étaient des vigies. Voilà, leur nom c'était Vigie. Donc moi, quand je me suis présentée chez Fed et que j'en ai parlé à ma responsable, ça m'a simplement permis de me rendre compte, je me suis dit, après avoir fait un peu un bilan sur cette expérience, c'est me dire que j'ai besoin de cadre, pas de problème avec un cadre sur pourquoi pas des horaires. Et puis je peux comprendre qu'on a besoin d'être là à certaines heures parce qu'on a aussi ce côté service client interne et on a besoin de répondre à des questions. Maintenant, j'ai besoin d'autonomie dans mon cadre. Donc d'avoir quelqu'un qui est constamment avec moi, sur mon dos, on va dire ça avec des guillemets, en me disant j'espère que tu as fait ci, tu as fait ça, montre-moi ci, montre-moi ça, c'est pas quelque chose qui me correspond. En tout cas, c'est pas ce dans quoi je m'épanouis aujourd'hui. Et ça m'a permis en fait de faire ma propre introspection en disant voilà ce que je ne veux plus retrouver. Ça, c'est une chose est sûre, ça, je ne veux plus le retrouver parce que ça ne me permet pas de m'épanouir et ça ne me plaît pas. Et on a le droit d'avoir des expériences qui tournent pas forcément, qui n'ont pas été concluantes, mais qui nous ont permis, justement, c'est l'expérience en fait. C'est juste de l'expérience. C'est comme la vie, c'est comme dans un couple. Je vais faire le même parallèle que Bérénice. Dans un couple, si on a mis fin à une relation, c'est qu'il y avait certainement des points négatifs. Et quand on prend un peu de recul, on se dit ah oui, donc ça, je ne veux plus le retrouver dans une prochaine relation. C'est la même chose. Et on peut très bien en parler, il n'y a aucun problème. Et justement, ça permet de se dire, voilà dans quoi je ne veux plus me retrouver. Ça prouve de la transparence et de la prise de recul. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bérénice. Bérénice, elle en pense la même chose. Simplement, effectivement, la transparence, c'est très important parce que finalement, si vous commencez à cacher des choses ou rentrer dans des explications qui ne sont pas très claires, vous allez susciter de la part du recruteur un doute. Et vous savez ce qu'on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et à ce moment-là, ça risque de coincer et vous n'arriverez pas à avoir votre ticket d'entrée pour la deuxième rencontre. Donc, il vaut mieux être transparent, expliquer le pourquoi du comment très clairement en prenant de la prise de recul. C'est vraiment de la redondance avec ce que tu viens de dire, Amandine. Mais au moins, ça permet de convaincre la personne que vous avez en face de vous qui va se dire, bon, ok, ça s'est mal passé pour telle et telle raison. Et en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est ça, et il va pouvoir adapter la situation. Donc, éviter les plans, les cachotteries, parce que ça suscite du questionnement, et le questionnement, c'est pas bon. C'est ça. Gilles, à nouveau, dans de nombreuses PME, cette notion de soft skills est méconnue. Comment faire passer le message au recruteur, qui est souvent le patron de la structure, parler des réalisations passées en les projetant sur son organisation, lui parler directement en utilisant ce terme de soft skills? Non, vous n'êtes pas obligé de parler du terme de soft skills, plutôt de compétences transversales, de compétences comportementales, mais en fait, vous n'êtes pas obligé tout simplement de parler de compétences. C'est comme le disait Bérénice, et à nouveau, ça demande juste de prouver en fait, si vous avez su le faire dans une autre entreprise, dans un contexte qui ressemble un peu finalement à la personne que vous avez en face, qui vous a expliqué son contexte,
si vous êtes capable de faire un parallèle avec ce que vous avez eu, et vous pouvez aussi projeter, vous pouvez très bien dire, demain, dans le poste, dans tel poste, j'ai cru comprendre que voilà les actions que vous attendez. Donc moi, par rapport à l'expérience que j'ai eue, et effectivement, j'ai eu à mettre en place tout ça, et voilà un peu comment ça s'est décanté. Voilà les résultats que j'ai obtenus. Dans les résultats, vous pouvez aussi avoir, et je fais le parallèle avec la question précédente, parfois des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Enfin, voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas un peu moins fonctionné, mais voilà comment on peut arranger ça. Et en fait, lui, de lui-même, il va se projeter. Si le contexte il est à peu près similaire à lui, les actions sont similaires à ce qu'il attend de vous, et le résultat, voilà ce qui pourrait en découler, finalement, c'est ça qui va faire que vous allez parler de vos soft skills, mais sans dire le mot soft skills, vous allez parler de vos compétences douces, transversales, comportementales, sans dire le mot compétences ou tout simplement le mot compétences. Et c'est de faire ce travail de voilà comment ça s'est passé, lui-même, ça va le projeter. Et vous pouvez aussi le projeter sur son organisation. Mais dans tous les cas, tant que vous n'avez pas mis les pieds chez lui et tant que vous n'avez pas mis le pied dans une entreprise ou même dans un travail, ce sera compliqué pour vous de coller réellement à ce qui va se passer. En revanche, vous pouvez déjà lui dire de quoi vous êtes capable parce que vous avez des preuves sans forcément utiliser le mot soft skills. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bernice. J'avais indirectement répondu tout à l'heure à la réponse de Gilles, où effectivement, j'ai un exemple à titre personnel. La semaine dernière, je faisais des CV, deux CV à des amis qui m'ont sollicité pour les accompagner sur la rédaction de leur CV. Et elles ont rigolé quand je leur ai parlé de hard et soft skills, parce qu'elles ont rigolé tout simplement parce qu'elles ne connaissaient pas les termes. Et elles m'ont dit, oui, non, mais toi, tu emploies des mots savants parce que c'est ton métier. Donc, effectivement, ce n'est pas encore quelque chose qui est totalement vulgarisé. Il y a aussi effectivement des chefs d'entreprise qui n'ont pas ces notions-là ou ne les emploient pas de cette façon. Donc, effectivement, vous vous adaptez au discours. Vous n'êtes pas forcément obligé de le marquer en tant que tel sur le CV, mais vous pouvez parler, mais c'est ce que disait Amandine, à chaque fois, on se rejoint de compétences liées au comportement ou des compétences transversales. Peu importe, nous, on appelle ça comme ça, mais il y a aussi des synonymes avec des mots français et c'est très bien aussi. Oui. Peut-on négocier ou évoquer la rémunération en net et non en brut, car au fond, on touche du net et on ne connaît pas le niveau de charge réel. Alors, on parle toujours en brut lorsqu'on négocie un salaire. Maintenant, pareil, dans mon expérience personnelle, j'ai eu à parler en net parce que la personne en face était plus, pour le coup, c'était une PME et c'était plus facile pour lui de me parler en net. Très bien, je me suis adaptée et je lui ai parlé du net. Mais déjà, sachez que sur Internet, vous pouvez trouver votre équivalent brut net, que ce soit selon votre statut, le nombre d'heures, enfin voilà, vous avez la possibilité de le trouver pour faire les calculs. Moi, je pense qu'il vaut mieux négocier en brut après parce que ça parle un peu à tout le monde. Maintenant, voilà, je ne sais pas, ce que tu en penses, Bérénice. Oui, on parle effectivement en brut, hein, c'est quelque chose qui est vulgarisé de cette façon. Et puis, de toute façon, on aura du mal, nous, alors pour le coup, à vous donner une équivalence en net parce qu'on ne va pas forcément connaître les charges salariales de l'entreprise, qu'on se le dise. Donc, parler en brut, effectivement. Et puis après, au travers de différents sites, en positionnant le nombre d'heures, le statut, si vous êtes cadre, employé, etc., vous allez arriver à des équivalences qui sont proches de la réalité. Et ça reprend encore ce que disait Amandine. Alors, je vous propose, puisque là, on a bien dépassé le timing. Je vois qu'il y a des personnes qui se sont aussi déconnectées, ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément géré le timing. Mais du coup, j'ai pris en note vos questions. Moi, ce que je vous conseille, parce que là, on a affiché du coup nos adresses mail, c'est de nous envoyer vos questions par mail. J'ai aussi Alice, il me semble, qui a demandé s'il était possible d'envoyer son CV pour avoir notre avis. Aucun problème, hein, bien sûr, avec plaisir. Mais pour qu'on soit un minimum en temps, on n'est pas du tout dans le timing. Mais bon, en tout cas, merci pour toutes vos questions, vraiment, parce que merci pour votre présence aussi. C'était très sympathique, en tout cas, j'imagine, pour Bérénice comme pour moi. Là, je parle en notre nom à toutes les deux. N'hésitez pas, voilà. Alors, j'imagine que vous avez eu le temps de noter parce que je l'ai affiché depuis un petit moment. Dites-moi au cas où je peux le renoter dans la discussion directement. N'hésitez pas alors à nous contacter aussi par LinkedIn, se mettre en relation sur LinkedIn pour d'ores et déjà un peu teaser des questions. Vous pouvez le faire à tout moment, hein, demander quelqu'un sur LinkedIn et notamment
quelqu'un qui va vous recevoir en entretien. Et non, ce n'est pas du stalking. Donc, vous pouvez y aller et regarder nos profils. Il n'y a pas de En sujet. tout cas, ce qui fait plaisir, excuse-moi Amandine, c'est les retours. Merci pour ce webinaire qui était intéressant. Merci à tous. Merci à vous. Merci pour ces précieux conseils. Merci, c'était super. Merci beaucoup pour ce webinaire et pour ces échanges très intéressants. Super. Merci à vous aussi également pour cette interaction. Plutôt que de vous communiquer nos adresses mail, invitez-nous sur LinkedIn, puisque vous êtes déjà sur LinkedIn. Donc, invitez-nous sur LinkedIn et à partir de là, on peut vous donner les contacts plus formels, savoir téléphone, etc., etc. Et ce sera plus simple. Et au moins, on garde le lien. Alors, moi, je vais juste peut-être mettre le mien parce que mon nom de famille, il n'est pas très évident. Et il vaut mieux faire un copier-coller avec le mien. Enfin, on oublie souvent un E ou on rajoute un E à l'endroit où il ne faut pas. Donc, je vais juste mettre le mien au besoin parce que je sais que souvent, il y a des petits loupés. Et si dans tous les cas, vous voulez même que je transmette directement à Bérénice, vous pouvez me l'envoyer, je m'en occuperai et je pourrai envoyer à Bérénice directement. Mais merci à vous, vraiment merci à vous. Et puis, n'hésitez pas. Quand vous voulez, vous pouvez nous parler sur LinkedIn par mail et ce sera avec plaisir. Va y avoir le replay, on va le mettre sur nos profils du coup et le profil du groupe FED. Et puis en attendant, si jamais vous en avez de beaux entretiens à venir. Et puis, ça nous ferait plaisir aussi d'avoir un petit feedback de votre part si vous êtes amené à passer un entretien et que vous avez utilisé quelques techniques. Ce sera avec plaisir. Si on pouvait avoir un retour d'expérience, ce serait super. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. Et puis, Bérénice, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est toujours enrichissant. Si effectivement vous sentez que toutes ces informations, soit vous ne les maîtrisiez pas, vous ne les connaissiez pas et ont pu vous apporter quelque chose, et que du coup, très prochainement, vous allez basculer de l'autre côté et passer des entretiens de recrutement, et que vous avez réussi à faire cette gymnastique assez subtile mais hyper efficace, qui pour nous finalement nous semble presque évidente, mais qui n'est jamais forcément innée. Surtout, n'hésitez pas à nous le dire, soit par LinkedIn, soit par mail, soit sur un avis Google. Vraiment, faites-nous part de retour d'expérience parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de se dire qu'on n'a pas fait ça pour pas grand-chose et je suis certaine que ça aura servi en tout cas. Merci à vous et à très bientôt. Bonne journée. Prenez soin de vous. Belle journée. Au revoir. Au revoir.